Bonsoir à tous, lundi 9 septembre, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Voici les titres de ce journal. C'est la rentrée pour les quelques 20 000 étudiants de l'université Versailles-Saint-Quentin. Dans ce journal, focus notamment sur le coût de la vie, alors qu'un récent classement place Guyancourt en 4e position des villes étudiantes les plus chères de France. Et nous vous parlions la semaine dernière de cette nouveauté de la rentrée. L'Île-de-France a équipé la moitié de ses lycéens de tablettes numériques. Ils sont 330 établissements au total à en bénéficier, dont le lycée Dumont-d'Urville à Maurepas. Vendredi, la présidente de la région, Valérie Pécresse, était sur place. Et puis samedi prochain, c'est la 19e journée mondiale des premiers secours. Les bénévoles de la Croix-Rouge se mobilisent pour initier au geste qui sauve. Invités Martine Delabarre et Cédric Robin de la délégation territoriale des Yvelines. À suivre aussi dans ce journal ce qu'il faut retenir du week-end sportif dans le département. L'actualité du jour, donc, et aussi de cette semaine, c'est le retour sur les bancs des amphithéâtres des quelques 20 000 étudiants de l'UVSQ, rentrée qui a démarré dès la semaine dernière et qui s'intensifie toute cette semaine. On en parle de cette rentrée avec vous, Naïm Chili, bonsoir. Bonsoir. Représentant de l'Union des étudiants des Yvelines, vous êtes l'ancien président de l'UNEF à l'université Versailles-Saint-Quentin, une section de l'UNEF que vous avez décidé avec ses membres de quitter, aussi de dissoudre cette section. Pourquoi ce choix ? Ce choix parce qu'aujourd'hui on vit un contexte assez particulier. En 2 ans, il n'a jamais été aussi facile pour un gouvernement d'attaquer les droits des jeunes. C'est la mise en place de la sélection entre l'université, la hausse des frais d'inscription, 3 000 € en licence, 4 000 € en master pour les étudiants étrangers, ou encore la baisse des APL. Tout ça sans qu'un mouvement étudiant arrive à empêcher ces réformes, notamment parce que l'UNEF, qui était l'organisation dont j'ai fait partie et qui était historiquement l'organisation phare du mouvement étudiant, n'a pas été en capacité de mettre en place une vraie stratégie pour coordonner le mouvement étudiant et mettre en place finalement un rapport de force pour battre le gouvernement. Prise de position donc du coup pas assez importante. Il y a aussi peut-être le non-soutien à un autre mouvement, alors qui était en dehors des étudiants là-bas, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Peut-être aussi, il y a cette raison aussi. En fait, oui, ce qu'on constate, c'est que depuis le début du quinquennat, on a une nef qui est assez spectatrice, qui commente l'actualité, mais qui n'influe pas vraiment sur le réel, notamment sur la question des Gilets jaunes, qui portaient un bon nombre de revendications que les lycéens qui ont bloqué leur lycée en décembre aussi portaient, que nous aussi on aurait pu porter par exemple, dans lequel on ne s'est pas forcément investi. Et de ce constat-là, on a tiré une conclusion, le fait que l'UNEF n'était plus l'outil le mieux à même pour mener nos batailles. C'est pour ça que nous, mais aussi tout un tas d'autres sections locales partout en France, on a décidé de la quitter. Donc il n'y avait plus de prise de position concrète. Du coup, quid de votre représentation au sein du conseil d'administration de l'UVSQ ? L'UNEF avait une place au sein de ce conseil d'administration. Est-ce qu'elle va perdurer pour les organisations étudiantes ? Elle va le perdurer, mais au nom de la nouvelle organisation nouvellement créée, puisque c'est l'ensemble de la section locale qui a quitté l'UNEF à Versailles-Saint-Quentin. Et aussi parce qu'au moment où nos élus avaient été élus au sein du conseil d'administration, nous étions déjà en rupture avec la direction de l'UNEF à l'époque. C'est ainsi déjà nos prises de position qui étaient portées au sein de ce conseil. Avant de passer à autre chose, qu'est-ce que ça change du coup concrètement que vous deveniez aujourd'hui l'Union des étudiants des Yvelines ? Ça change tout un tas de choses. Déjà, on est sorti un peu des contraintes que nous imposait l'UNEF au niveau national. Et aussi, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est essayer de s'engager dans un processus de regroupement de toutes les forces syndicales qui existent en dehors de l'UNEF. Aujourd'hui, en France, il y en a tout un tas. Un certain nombre de sections locales ont quitté l'UNEF. On a déposé une liste au CNESER, qui est l'instance représentative de l'enseignement supérieur. On a obtenu 2 élus, soit autant que l'UNEF, ce qui montre que quand on s'allie avec l'ensemble des forces syndicales dans ce pays autre que l'UNEF, on peut avoir un véritable rapport de force pour mener la bataille face au gouvernement. On va parler de vos combats de cette année, en cette année universitaire. Peut-être l'un de ces combats, c'est l'amélioration de la vie étudiante. Votre ancien syndicat, l'UNEF, a sorti fin août son étude sur le coût de la vie étudiante. Ce qu'il en ressort, c'est que Guyancourt serait la 4e ville étudiante la plus chère de France. Dépenses moyennes mensuelles de 1 066,65 €. On constate aussi dans ce classement, si vous le regardez, que ce sont les villes franciliennes qui dominent ce palmarès. La première en province est Nice, qui arrive en 10e position. On précise juste les conditions de ce classement. Il prend en compte les frais d'inscription, de restauration, de logement et de transport. Étudier et vivre en même temps en Ile-de-France, Naïm Chili, ça devient de plus en plus difficile. Oui, ça a été déjà beaucoup auparavant, on n'a qu'à voir ce classement, mais ça allait encore dans cette année avec une augmentation à tous les niveaux. Par exemple, dans la clinique de Versailles, c'est plus 3,5% d'augmentation dans le logement. C'est aussi dans le public, par exemple, se nourrir, les cafétérias du Crous qui ont vu leurs tarifs augmenter également. Bref, c'est une situation où tout augmente actuellement. Et là-dessus, malheureusement, peu de choses sont faites. Souvent, dans les Yvelines, les villes universitaires aiment
se vanter dans leur communication qu'elles possèdent des sites universitaires en leur sein. Mais par contre, qu'il s'agit de mettre de véritables politiques en faveur des étudiants et des étudiantes, il y a un peu moins de choses qui sont faites par rapport à ça. Et c'est ce qui explique aujourd'hui un tel tableau et un tel bilan qui est fait. Gérer son budget pour un étudiant peut s'apparenter à un casse-tête. Comment il gère justement ces étudiants de l'UVSQ leur budget? Marilyn Yapichino et Margot Duroy sont allés leur poser la question ce matin. Je pense que c'est environ 400 € par mois pour les sorties, pour manger, tout ça, et 400 € pour le logement. J'habite dans le sud et je suis venue faire mes études ici, du coup j'ai un appart. J'ai 1h30 de transport aller, 1h30 retour. Le loyer d'abord, c'est la première dépense, après la nourriture. Et puis après toutes les sorties, ça va assez vite. Donc on réduit les sorties pour pouvoir payer le loyer. Au restaurant U, c'est 3,25 €. Et après, quand je mange chez moi, généralement, je peux manger pour 1 ou 2 €. C'est pour ça qu'on fait des études aussi, c'est espérer pouvoir demain avoir un job qui nous permette de vivre un peu mieux. Je suis en alternance, du coup c'est de l'argent de poche que je mets de côté, mais ça me permet de subvenir à mes dépenses. Essence, péage, j'ai pas le choix. Je trouve que l'alternance c'est le bon moyen pour t'en sortir, parce que boursière, ça te sert à rien. Enfin, tu vis pas, tu survis quoi. Il faut que t'aies papa-maman derrière, ou alors tu prends un taf à côté, mais t'es pas à fond dans tes études. Enfin, vie parisienne, vie étudiante, c'est hyper cher. Une réaction, Naïm Chili, on sent entre les dépenses de transport, de logement, de restauration. C'est vraiment un casse-tête aujourd'hui de gérer son budget chaque mois. C'est un vrai casse-tête et surtout on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit on dépend de nos parents, mais donc du coup on vit chez nos parents et on a un temps de transport assez important à faire chaque matin. Et puis même pour son autonomie, pour son émancipation, c'est assez compliqué. Soit on travaille, sauf qu'on sait que le salarié étudiant c'est la première cause d'échec à l'université. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait ce casse-tête il met en jeu nos études et notre poursuite à l'université. Et c'est là aussi ce qui était dit était assez intéressant, c'est que le niveau des bourses n'est pas assez élevé aujourd'hui et que le nombre d'aides à destination des étudiants est aujourd'hui insuffisant pour répondre au budget qu'on doit dépenser chaque mois ici. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il faut se mettre tous autour d'une table, université, syndicats, pour aussi les organismes étudiants, les organismes qui peuvent aider les étudiants à se loger pour trouver des solutions. Les solutions, on les connaît, il faut du courage politique pour les mettre en place. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que l'ensemble des villes universitaires, donc Guyancourt, mais aussi Versailles, Vélizy, Rambouillet, bref, toutes les villes qui possèdent des sites de l'UVSQ devraient mettre en place, par exemple, un encadrement des loyers pour diminuer la hausse des loyers, pour mettre en place des demi-tarifs dans les transports en commun. Le Val-de-Marne, par exemple, est une collectivité qui met en place des réductions sur le pass Navigo. Des collectivités pourraient le faire aussi. Et puis aussi, c'est des choses que l'UVSQ pourrait faire. Par exemple, les femmes, on ne l'a pas évoqué, ont un budget supérieur à celui des hommes de par certaines dépenses comme les protections périodiques. Et nous, on pense que l'université et le Crous pourraient mettre en place des distributeurs de protection périodique gratuits en libre service. Écoutez, le président de l'UVSQ à ce propos, il s'engage en tout cas à trouver des solutions. On l'a interrogé à la conférence des présidents d'université. C'est une réalité de Paris, de sa région parisienne. Après, je pense qu'il faut regarder dans le contexte, la plus chère, mais dans quelles conditions. Et donc, on va prendre en compte, évidemment, je crois qu'on a des structures universitaires avec le Crous, avec du logement, afin de pouvoir déjà avoir de la place, accueillir dans les meilleures conditions possibles. Donc on fera le nécessaire pour que les étudiants soient accueillis dans notre territoire de la meilleure façon possible et avec des facilités de logement et à des prix tout à fait raisonnables. Alain Buquet, le président de l'université Versailles-Saint-Quentin, sur cette thématique du coût de la vie étudiante, il y a en tout cas une solution qui est ressortie ces derniers jours. C'est Gabriel Attal, qui est secrétaire d'État, qui a parlé d'instaurer, alors ça c'est pour les étudiants qui travaillent, une prime d'activité pour ces étudiants qui travaillent afin d'augmenter leur pouvoir d'achat chaque mois. Est-ce que c'est une bonne décision? Ça pourrait être une bonne décision qui pourrait se mettre en place? On se rend compte que c'est des propositions de personnes qui ne savent pas ce que c'est la réalité de la vie étudiante. Eh bien, alors oui, dans l'absolu, c'est une bonne chose. Sauf qu'en fait, le problème, c'est pas est-ce qu'on permet aux étudiants salariés de mieux vivre, c'est est-ce qu'on permet aux étudiants salariés de ne pas se salarier tout court et de pouvoir passer de leur temps dans leurs amphis plutôt que derrière une caisse à McDo, par exemple. Donc, si le gouvernement donne de l'argent, pourquoi il ne le met pas dans les bourses, par exemple, qui est un moyen qui existe déjà aujourd'hui? Et juste, j'ai oublié un élément tout à l'heure, c'est aussi la question des étudiants étrangers qui aujourd'hui ont vu leurs frais d'inscription augmenter, mais aussi tout un tas de dépenses qui fait que des fois, sur l'accès au logement, ils ont plus de difficultés. Là encore, je pense que c'est un sujet sur lequel l'UVSQ et sur les collectivités locales devraient avancer pour améliorer notre niveau de vie. Un dernier mot très rapide, en 30 secondes, on est déjà à la fin de cet entretien. Les autres combats, les autres points de vigilance en cette rentrée pour l'Union des étudiants des Yvelines? Ils sont nombreux de par les attaques du gouvernement. C'est la question de la réforme des retraites,
Donc on sait qu'elle va concerner aussi en priorité les jeunes. La question des grèves pour le climat, il y a une première date le 21 septembre, donc nous on va participer à ces manifestations et en organisant des assemblées générales sur l'université. Et enfin, un dernier élément, la question des tarifs en restauration, puisque le Crous a annoncé, l'étudiant disait 3,25 € tout à l'heure, le Crous a annoncé que cela allait augmenter, donc du coup on mènera la bataille sur ce sujet-là. Merci Naïm Chili d'être passé en plateau. Je rappelle que vous êtes représentante de l'Union des étudiants des Yvelines. Nouveauté justement de la rentrée, mais dans les lycées cette fois-ci, la moitié des élèves franciliens bénéficient d'une tablette numérique gratuite pour étudier. La présidente de la région, Valérie Pécresse, s'est rendue vendredi au lycée Dumont d'Urville à Maurepas pour présenter ce dispositif. Aurélie Ronz était sur place. Découverte pour ces élèves de première de leur nouvel outil de travail. Le lycée Dumont d'Urville à Maurepas fait partie des 330 établissements franciliens à opter cette année pour le numérique. La tablette au lycée, c'est beaucoup plus que des manuels scolaires. C'est évidemment 9 manuels scolaires en seconde, 7 manuels en première, mais c'est aussi un espace numérique de travail, un laboratoire de langue intégrée, un site pour découvrir des stages, un site d'orientation, un site aussi pour avoir d'autres ressources pédagogiques, vidéo, audio. Ces tablettes sont confiées gratuitement aux élèves durant leur scolarité dans le secondaire. Objectif que chacun soit sur un même pied d'égalité en matière de numérique. Je trouve ça génial, le principe d'avoir une tablette et de remplacer toute cette lourdeur qu'on pouvait avoir dans le sac. Et ça pourra nous permettre de plus avancer au niveau du système scolaire. Ce dispositif représente pour la région un investissement de 150 millions d'euros sur 3 ans. Particularité, le moteur de recherche ainsi que la tablette sont 100% français. J'avais le choix entre un fabricant américain bien connu avec une pomme et une société française, une start-up française. J'assume, j'ai choisi la tablette française parce que si la région capitale ne choisit pas la technologie française, qui le fera ? Au total, en Île-de-France, 160 000 tablettes vont être distribuées dans les lycées ayant opté pour le numérique. Et lors de sa visite, Valérie Pécresse a également remis un chèque d'1 million d'euros au maire de Maurepas, Grégory Garestier. Ce financement accordé au titre du contrat d'aménagement régional avait été voté le 19 mars dernier. Cette subvention a servi à la réhabilitation et à l'extension du groupe scolaire de l'AGO et servira aussi aux travaux d'aménagement du centre-ville de Maurepas. Vendredi, toujours, 6 députés, La République En Marche et Modem des Yvelines étaient à Montigny-le-Bretonneux. Ils ont visité les locaux de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse. Au programme, rencontre avec la directrice régionale pour parler du système actuel, mais aussi de la réforme des retraites sur laquelle planche actuellement le gouvernement. Le reportage de Nicolas Dandry. Découvrir ses droits à la retraite à partir du service en ligne, c'est l'exercice proposé aux députés yvelinois par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse de Montigny-le-Bretonneux. Ses missions, l'accompagnement des futurs retraités par rapport à leurs droits et le paiement des pensions. Bien évidemment, les retraités n'ont pas à s'inquiéter. C'est déjà fait, voilà. Donc là, les droits sont acquis, la pension est acquise. Les futurs retraités se posent des questions, effectivement. Là, pour l'instant, on les rassure, c'est-à-dire c'est à réglementation constante. Ceux qui veulent partir partent. Et c'est peut-être les plus jeunes, en fait, pour lesquels l'enjeu est véritablement les concerne. Cette visite des parlementaires LREM et Modem, un moment de préparation des travaux autour de la réforme des retraites, actuellement en concertation après la remise du rapport de Jean-Paul Delevoye. Alors, ambassadrice des retraites, c'est déjà présenter aux citoyennes et aux citoyens les réflexions que nous avons conduites avec le haut commissaire qui a été nommé donc Jean-Paul Delevoye, qui vient de rejoindre l'exécutif. Ce qui est intéressant dans la réforme Delevoye, c'est finalement de dire c'est une réforme qui est globale, on transforme le système en profondeur, on fonctionne sur la base d'un régime à points, on simplifie, il n'y a plus de régimes spéciaux. Je pense qu'il n'y a pas de totem, ce qu'il faut c'est prendre le temps de la consultation avec les partenaires sociaux et puis surtout dire que c'est une réforme globale qui permettra de garantir à tous les Français, quel que soit leur âge aujourd'hui, qu'ils toucheront une retraite à la fin de leur carrière professionnelle. Prise en compte de l'âge ou des trimestres de cotisation pour le départ à la retraite, c'est l'une des interrogations de cette réforme. Dans les Yvelines, en 2018, l'âge moyen des départs à la retraite atteignait 63 ans. Politique locale avec cette alliance en vue des municipales 2020 à Voisins-le-Bretonneux. Olivier Afonso et Thierry Gasteau, tous deux conseillers d'opposition, feront liste commune pour le scrutin. Ils l'ont annoncé samedi lors d'une conférence de presse. Les détails avec ce sujet de Mélanie Poquet et de Mathilde Demilly.
Une alliance pour les municipales 2020 à Voisins-le-Bretonneux, c'est ce que souhaitent Olivier Afonso et Thierry Gasto, deux conseillers municipaux d'opposition de la commune. C'est vraiment une grande déception, un sentiment de gâchis pour tout vous dire. Nous avons eu un maire qui est vice-présidente de l'agglo, qui est conseillère départementale, et donc sur les sujets majeurs de notre ville, rien n'a évolué. La remise, ça fait plus de 10 ans je crois que c'est en stand-by, la circulation, rien n'a été fait sur les 6 dernières années. Pour cette liste qui se veut sans étiquette, les priorités sont fixées, notamment en ce qui concerne l'aménagement de la ville. Si on mobilise nos partenaires, l'agglomération et le département, et qu'on s'inspire de tous les dossiers, tous les projets d'urbanisme qui ont été rédigés les années précédentes, les solutions elles existent. Il faut investir massivement, il faut être ambitieux, mais les solutions elles existent et pas du bricolage en espérant sur les mêmes voies qu'actuellement faire passer 30% d'habitants supplémentaires, c'est pas possible. Jointe par téléphone, la maire sortante de Voisins-le-Bretonneux, élue depuis 2015, Alexandra Rosetti, se dit surprise par cette alliance entre deux représentants de l'opposition. Je pense qu'ils se sont dit qu'en s'alliant serait plus fort, mais bon, il reste quand même deux associations politiques bien distinctes. Ils n'ont pas fusionné leurs deux associations. Donc je m'interroge en me disant peut-être que leur objectif, c'est vraiment leur volonté absolue de prendre la mairie. Candidate, pas candidate. Oui, candidate. Voilà. Alexandra Rosetti qui a donc annoncé sur notre antenne qu'elle se représenterait pour les élections municipales en 2020. Le scrutin se déroulera le week-end du 15 et 22 mars. Ce chiffre édifiant, seuls 20% des Français seraient capables de pratiquer les gestes de premier secours, selon une étude de la Fédération française de cardiologie. C'est pour informer et initier petits et grands à ces gestes qui sauvent des vies qu'est organisée la Journée mondiale des premiers secours, 19e édition au programme ce samedi. On en parle avec vous, Martine Delabarre et Cédric Robin. Bonsoir. Bonsoir. Tous deux de la délégation territoriale des Yvelines de la Croix-Rouge. Vous en êtes la présidente, Martine Delabarre, et Cédric Robin, directeur pour l'urgence et le secourisme. C'est une journée spéciale qui se déclinera au niveau local à Versailles avec une journée devant la mairie de Versailles. Les objectifs, ils sont clairs, Martine Delabarre, c'est de faire connaître davantage ces gestes qui sauvent. Alors, ça va même au-delà de ça. C'est la Croix-Rouge voudrait que chaque personne, chaque citoyen soit un petit peu acteur dans la chaîne de l'urgence et du secours. C'est-à-dire qu'on est tous confrontés, on va tous être confrontés un jour à des situations compliquées, des situations traumatisantes. Et si nous sommes les témoins de cette action, qu'est-ce qu'on doit faire en attendant les secours, en fait? C'est un peu tout ce passage-là que nous devons apprendre à l'ensemble de la population. Qu'est-ce que je peux faire pour la personne qui est à côté de moi, qui 9 fois sur 10 est un proche? C'est vraiment important, ce sont des gestes qui sauvent des vies. Qui peuvent sauver des vies en attendant les sauveteurs, parce que les sauveteurs ne sont pas toujours là. En cas d'inondation, d'incendie, ça va plus loin que le geste qui sauve, le premier secours que nous pratiquons évidemment et que nous initions les personnes pour cela, absolument. Alors, il y a une thématique chaque année, cette année, c'est les personnes exclues. Voilà. Il y aura un focus auprès des publics finalement les plus éloignés à ces gestes de premier secours. Et oui, parce que finalement, ça va avec ce que je vous ai dit précédemment. Les personnes qui sont dans la rue, les personnes handicapées, les personnes âgées doivent pouvoir aussi pratiquer le geste premier, le réflexe, quel réflexe avoir quand elle se trouve en situation très très compliquée. Donc tout le monde doit apprendre à attendre les secours. Qu'est-ce que je fais en attendant les secours? Et donc cette année, le focus est mis sur les personnes exclues. Il y a un autre chiffre, l'INPES estime que si 20% de Français supplémentaires étaient formés au secourisme, 10 000 vies pourraient être sauvées en France. Alors, je l'ai dit, c'est une journée nationale qui se décline au niveau local à Versailles. Ça sera samedi de 10h à 18h sur le parvis de la mairie de Versailles. Le programme, quel est le programme? Je voudrais quand même dire qu'à Versailles, il se trouve que c'est l'inauguration pour la Croix-Rouge française de cette journée mondiale des premiers secours qui avait été initiée d'ailleurs par la Croix-Rouge française. Donc le lancement national. C'est le lancement national qui se fera à 10h à Versailles. Donc événement à Versailles. Nous aurons donc notre président national, Jean-Jacques Aledjam, nous aurons le préfet, nous aurons pas mal de personnalités parce que c'est une journée importante. Donc je voulais le signaler. Et après, nous recevons le public toute la journée entre 10h et 18h. Mais là, maintenant, les questions techniques... De la formation, on imagine, à ces gestes qui sauvent tout au long de la journée, Cédric Robin? Du coup, on aura plusieurs ateliers avec des thématiques différentes, notamment des initiations au premier secours à destination d'enfants à partir de 10 ans.
des petites formations d'1 heure. Après, on aura des formations un peu plus spécifiques, autrement capables, à destination des personnes d'un public handicapé physiquement, voilà, où on adapte un petit peu notre type de formation. On aura une formation sur la prévention des accidents de la vie courante aussi, un escape game où, au travers d'une maison des dangers avec des énigmes à résoudre, tout au travers de différents ateliers. On aura un escape game aussi, la maison des dangers, comment fuir tous ces dangers au travers de petites énigmes, etc. Être formé aussi aux défibrillateurs, à leur utilisation, qui sont présents, ces défibrillateurs, dans les enceintes sportives. C'est aussi, tout à fait. On a une formation, donc l'initiation au premier secours, l'urgence cardiaque aussi, où c'est vraiment focalisé sur l'accident, sur l'arrêt cardiaque, où là on apprend à utiliser un défibrillateur, prévenir les secours et mettre en place un massage cardiaque. Et donc cette journée, lancement national de cette journée mondiale des premiers secours qui sera fait à Versailles, une journée de 10h à 18h sur le parvis de la mairie. Un dernier mot, Martine Delabarre, pour terminer, sur la Croix-Rouge des Yvelines. Oui, alors d'abord, si toute personne n'a pas pu venir se former ce jour-là, vous trouverez notre site, la Croix-Rouge des Yvelines, évidemment, pour pouvoir vous venir dans n'importe quelle unité locale, on vous formera évidemment. Si vous n'avez pas pu le faire là, vous le ferez dans nos unités locales. Nous sommes 16 unités locales. Implantation territoriale est forte. Pratiquement 2000 bénévoles dans les Yvelines et nos bénévoles sont très compétents, très formés. Nous avons des actions sociales, nous faisons de l'urgence, du secourisme. Nous sommes extrêmement présents partout sur le territoire des Yvelines grâce à tous les bénévoles qui travaillent là. Et vous l'avez dit, toutes les informations sur le site internet de la délégation territoriale de la Croix-Rouge des Yvelines. Merci Martine Delabarre. Merci Cédric Robin de cette délégation territoriale de la Croix-Rouge française des Yvelines. L'heure du sport à présent sur TV 78. Et on va présenter l'ensemble des résultats sportifs du week-end avec vous, Nicolas Dandry. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Et vous nous présentez ce qu'il s'est passé sportivement sur le territoire. Que du football pour ce week-end, parce que les seuls clubs à avoir repris les championnats à l'aube du mois de septembre, c'est les clubs de football. Et on commence avec ces images de National 2. Pour le compte de la 5e journée, le FC Montois affrontait Fleury. Les Yvelinois se sont inclinés sur leur terrain. On vient de voir une faute commise par les Mantois dans la surface de réparation, donc un penalty. Et puis on voit les Mantois, la défense débordée par les attaques des Essoniens. Le score final 3-0. Et de leur côté, dans la même poule, Poissy est allé chercher un match nul sur le terrain du FC Lorient 2. Sur les 5 premières rencontres, les Pissiaquais comptent 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites. Au classement, aucun Yvelinois dans la première partie du tableau. On voit un championnat dominé par Chartres. Il faut aller dans la seconde partie du tableau pour voir Poissy qui pointe à la 11e place, alors que les Mantois occupent la dernière place du classement avec 5 défaites en 5 matchs. Ça, c'est pour la Nationale 2. Vous avez aussi des résultats de Nationale 3 à nous proposer. Effectivement, Grégory, début de saison royale pour Versailles. Ils ont remporté ce week-end le derby yvelinois face aux Mureaux. Le score 3-0. Au classement, les Versaillais occupent la première place. Alors écoutez bien, 4 matchs, 4 victoires, aucun but encaissé, mais ils ont fait trembler les filets 10 fois depuis le début de la saison. Un bilan très positif, on leur souhaite de continuer. On termine avec, là cette fois-ci, les divisions régionales. Régional 2 avec Trappes. Et Trappes a concédé sa 2e défaite de la saison en s'inclinant sur le terrain de Poissy 2. Mais soyons indulgents, c'est seulement leur 2e match de la saison. Au classement, ils pointent à la dernière place derrière Champigny-sur-Marne, mais seulement à cause du goal average puisqu'ils ont tous les deux aucun point. Et prochain rendez-vous pour les 17 clubs yvelinois, c'est le week-end prochain avec le 3e tour de la Coupe de France. Et 2e match de la saison, on précise aussi que Trappes monte de division. Effectivement. Donc se retrouve dans un nouveau championnat avec des équipes peut-être un peu plus fortes. Robuste, voilà. On vous retrouve Nicolas, merci pour ce point. On vous retrouve dans le 7-8 Sport dans quelques instants et vous allez nous parler notamment d'une expédition en Bolivie, dans le désert bolivien. Effectivement, le désert de Celle. Une aventure dans des conditions extrêmes à la fois physiques et climatiques dans le désert de Celle bolivien. On va parler, on n'aura pas le temps malheureusement de parler du semi-marathon de Bois d'Arcy. On fera un retour demain dans ce journal avant de vous quitter cet événement avec les passionnés de moto et de voitures anciennes qui se sont donné rendez-vous à Gambais. Ce week-end, la 6e édition de Motors & Soul se déroulait au château de Neuville. Il a rassemblé environ 10 000 personnes. Manon Varaldo pour le reportage.
Delahaye, Mustang, Chevrolet ou encore Porsche pour les voitures, mais aussi Triumph, Indian, Harley-Davidson pour les motos. Pour sa 6e édition, Motors & Soul s'est déroulée au château de Neuville à Gambais. C'est une réunion de passionnés d'auto et de moto caractère, ces véhicules avec lesquels il y a une relation émotionnelle qui s'instaure parce qu'ils évoquent un acteur célèbre, un film célèbre, l'enfance également. À ses 12 ans, ce passionné a eu un flash. Il a vu une Ford Mustang sur le circuit de l'Inas-Montlhéry. Aujourd'hui, il est collectionneur. C'est une Ford Mustang de 66 qui a été récupérée dans les années 80 dans une casse et qui allait être détruite en fait. Et on est passé au bon moment. On a pu récupérer l'auto. On a mis beaucoup de temps pour la restaurer, mais au bout de 3 ans et demi de dur labeur, on a quand même réussi à faire quelque chose d'assez sympathique. 50 exposants étaient présents pour le plaisir des mordus d'auto et de motos anciennes. Quand on est ici au Motors & Soul, ça transpire la passion. Voilà, il y a des véhicules de toutes les époques qui pratiquement sortent des musées. Voilà, ça fait plaisir de les voir rouler. Plusieurs animations proposées sur place, balades, concerts, barbiers, mais aussi concours de style où les participants s'habillent dans le style vestimentaire de l'année de leur véhicule, à l'image de ce propriétaire d'une Delahaye 1935 venu pour la 6e édition de Motors & Soul. Pour montrer ma voiture, avoir l'occasion de la faire rouler aussi et d'être dans un cadre prestigieux. La prochaine édition est déjà fixée, elle se tiendra le 5 et 6 septembre 2020. C'est la fin de ce journal. Belle soirée sur TV78.